Accueillir un chaton à la maison, c'est un vrai bonheur. Mais soyons honnêtes, ça vient aussi avec son petit lot de contraintes. Les poils, oui, mais surtout la litière. Parce que oui, vider le bac tous les jours et gérer les odeurs, c'est souvent la corvée numéro 1 des 4 parents. Je suis donc très heureuse de vous annoncer que Litter Jenny soutient cet épisode en tant que sponsor. La poubelle Litter Jenny, c'est un indispensable et crois-moi, ça va changer ta vie. Son système empêche les odeurs de s'échapper, elle est pratique à utiliser, super légère et compacte et peut contenir jusqu'à plus d'1 semaine de litière. Elle est disponible en version inox durable ou plastique recyclé et en plus, elle est design et stylée, donc pas besoin de la cacher au fond d'un placard, même au milieu du salon, zéro odeur. Tu peux donc dire au revoir à tes centaines de petits sacs plastiques qui se retrouvent dans la poubelle de la cuisine car Litter Jenny t'offre moins 20% sur toute leur gamme, hors recharge, avec le code en description de l'épisode. Alors, plus d'excuses, la litière ne sera plus une corvée. Et en plus, elles sont validées par Élise, donc je te fais pas plus attendre pour découvrir ce nouvel épisode. Bienvenue sur Allo Pets, le podcast qui t'aide à comprendre et prendre soin de tes animaux. Je t'emmène avec moi à la rencontre de super pros qui viennent partager avec nous leur expertise. Éducation, comportement, alimentation et bien-être pour créer une vraie relation avec nos compagnons, mais surtout apprendre à mieux les comprendre. Je suis Romane, propriétaire peut-être comme toi, qui se pose de nombreuses questions sur nos animaux. Alors si toi aussi tu veux devenir un super pet parent, abonne-toi et découvre chaque mois une nouvelle thématique. Si ton chaton vient d'arriver à la maison ou si tu t'apprêtes à en adopter un, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les secrets d'un chaton épanoui dès ses premiers jours chez toi. Je suis ravie d'accueillir Élise Bernard, alias Élise Catchette sur les réseaux, vétérinaire de formation et experte des félins. Après avoir travaillé dans une clinique 100% dédiée aux chats, Élise s'est lancée dans le sauvetage de chatons orphelins en devenant famille d'accueil, tout en développant sa boutique artisanale pour chats et en partageant ses super conseils pratiques et éducatifs sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, on va te guider pour bien accueillir ton chaton depuis les premiers jours à la maison jusqu'à son éducation et ses soins essentiels. On parlera aussi des erreurs fréquentes à éviter, de la stérilisation, des maladies à surveiller et même du medical training pour que ton petit compagnon devienne un chat serein dans ses pattes. Elle nous expliquera aussi comment préparer ton intérieur, même si tu vis dans un petit espace, pour que ton chaton s'y sente parfaitement chez lui. Alors, prêt à devenir un super cat parent, installe-toi bien, l'épisode va commencer. Hello Élise, bienvenue sur Allo Pets, je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Salut Romane, merci beaucoup, moi aussi je suis trop contente. Alors Élise, pour toutes les personnes qui te connaîtraient pas encore, je te laisse du coup te présenter. Oui, alors donc je suis Élise, je suis vétérinaire de formation et aujourd'hui je suis créatrice de contenu sur la santé et le bien-être du chat depuis 3 ans et mon compte principal c'est mon compte Instagram Élise Catchette. Et en fait, je partage tout ce que j'aurais aimé savoir avant d'avoir des chats. Parce que je suis convaincue que un humain mieux informé, c'est un chat mieux compris aussi et plus serein. Donc, en plus de ça, j'essaie de sensibiliser à certaines maladies fréquentes du chat en expliquant les choses simplement. Et puis, à partir du printemps, je me rends dispo en tant que bénévole pour des associations pour accueillir des chatons orphelins et les biberonner et leur donner une chance d'être adoptés. Voilà. Quel travail, on en parlera tout à l'heure. Peut-être que tu pourrais nous introduire un peu ton expérience de vétérinaire. Tu as travaillé aussi dans une clinique 100% féline. J'ai appris grâce à toi que ça existait d'ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours en tant que vétérinaire? Ouais. J'ai fait l'école vétérinaire de Toulouse et j'ai été diplômée en 2019. À la suite de ça, j'ai fait 1 année en anesthésie, donc c'est un peu spécial, c'est comme un internat mais spécialisé où du coup j'ai pu prendre en charge tout type d'animaux. C'était pas que des chats, c'était chats, chiens, les nacs,
Quelques chevaux aussi, donc c'était trop bien cette année-là, j'ai adoré et j'avais envie de poursuivre un peu dans ce domaine-là parce que j'adore tout le côté technique, le côté réfléchir rapidement dans l'urgence et tout, et aussi le fait d'être à l'arrière finalement au bloc opératoire et tout, on voit pas tant de monde que ça. Et ça, j'ai pas pu parce qu'il y avait pas de poste disponible à l'époque en école et c'était avec cette équipe que je voulais continuer de bosser. Bref, Ok. je savais qu'après je voulais travailler qu'avec les chats et du coup j'ai été prise dans une clinique féline à Nantes. Et Ouais. oui, les cliniques félines, en fait, c'est assez récent. Ça existe en France à peu près à partir des années 2010-2012 et Ok. ça s'est vraiment développé avant 2020 quoi, et donc maintenant il y en a un peu dans toute la France, hein. Faut pas hésiter à chercher si vous voulez et trouver une clinique vraiment adaptée pour les chats où on essaie de réduire au maximum le stress, hein, parce que Ouais. si vous avez des chats, vous savez Oui, que oui. les emmener chez le vétérinaire, c'est assez stressant pour eux. Donc voilà, c'était trop bien. J'ai appris vraiment plein de choses. Le fait de voir qu'une seule espèce, ben forcément, ça fait qu'on apprend aussi plus vite. Enfin, c'était hyper intéressant. Mm. Mais c'est vrai que la pratique généraliste, faire des consultations toute la journée, tout ça, c'est pas quelque chose qui me correspond vraiment. Donc j'ai cherché une activité qui me correspondait mieux et qui me permettait quand même de pouvoir transmettre justement tout ce que j'avais appris. Eh oui. Et ça se fait par la créativité et la création de contenu. Donc c'est trop bien. C'est un truc que j'aime aussi beaucoup faire. Et c'est super chouette aussi que tu puisses justement vulgariser aussi le savoir veto, ce qu'on fait aussi avec le podcast là en ce moment sur cet épisode et les autres, parce que c'est dur aussi d'avoir la Mm. vulgarisation de toutes les études scientifiques et de bien comprendre les choses. Donc je trouve que ton travail est très précieux. Donc merci déjà pour tout ce que tu fais et moi ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc je te remercie. Pourquoi aujourd'hui c'était important pour toi de venir nous parler de chats et de chatons? Pourquoi c'est important? C'est déjà purement par mon engagement. Enfin, c'est vrai que le chat, c'est une espèce maintenant qu'on connaît bien et on sait qu'en France, il y a encore beaucoup de chats errants Ouais. qui souffrent finalement d'être Mm. dehors, d'être tout seul dans ce milieu assez urbain. Donc ça me tient à cœur, voilà, cette cause quand même, la protection animale et en particulier du chat, parce que c'est une espèce que j'adore, que je trouve intéressante, mais ils méritent tous hein, qu'on les aide, on est d'accord. Oui. C'est juste qu'on peut pas être partout. Et du coup, pourquoi le chaton? Parce que je trouve que les premiers mois d'un chaton, c'est vraiment une période clé. Et Ouais. c'est une période clé qui va déterminer sa santé future, son équilibre émotionnel et aussi son rapport à l'humain et aux autres animaux. C'est là qu'il obtient les codes, c'est là qu'il va apprendre à gérer ses émotions. Et comme chez le chat, tout est question d'apprentissage, que ce soit à partir d'expériences positives, négatives ou neutres. Enfin, le fait d'apprendre le contact, la propreté, les interactions sociales, les bruits, les textures Mm. en étant chaton, ça leur donne plein de clés pour la suite, quoi. Donc je trouve ça super important de mettre le paquet pour un chaton, pour qu'il soit bien Oui. socialisé, voilà, l'accompagner correctement et que ça devienne un adulte stable, confiant, curieux et pas confit de stress à la moindre situation imprévue, quoi. Trop bien. Justement, très belle transition. Mm. On va commencer par parler de l'adoption. Ouais, À quel âge pour toi il faudrait qu'on adopte un chaton? ouais. Alors c'est pas pour moi, hein, c'est pas moi qui décide, mais l'âge minimal réglementaire c'est 8 semaines, mais il s'avère Mhm. que en France, il s'avère que les comportementalistes ils sont pas trop d'accord avec cet âge minimal là. Pour eux, c'est encore un peu trop tôt.
Et c'est plutôt conseillé d'attendre jusqu'au 3e mois minimum, donc 12 semaines, pour que le chaton il commence à être autonome, il commence à se détacher de sa maman, et qu'il puisse continuer jusqu'à ces 3 mois à jouer avec sa fratrie, avec sa mère, se bagarrer avec, parce que on en parlera, je pense, plus tard, mais les bagarres, le jeu, la chasse, c'est aussi hyper important dans le quotidien du chat. Et donc, Et ouais. plus il va se bagarrer avec sa propre espèce ou jouer avec sa propre espèce, et plus il aura les codes pour jouer plus tard. Donc voilà. Tu parlais de comportementaliste. Est-ce que c'est un avis général pour toi et c'est quelque chose que tu vois toi aussi avec les chats que tu as, ou justement les avoir chez nous, les adopter à partir de 3 mois, c'est très très important. Parce que en soi, quand on voit entre l'âge légal d'adoption où on peut avoir notre petit chaton très jeune quand même à 2 mois ou à 3 mois, ça a vraiment un impact pour toi? Oui, Ouais. oui, et puis c'est prouvé que c'est bénéfique pour le chaton, vraiment. Donc oui, moi-même pour l'avoir expérimenté, mais moi c'est un peu particulier parce que je suis avec des orphelins. Tout dépend Oui. aussi après de ce qu'on va en faire à 8 semaines. Mm, mm. Si on l'accueille à 8 semaines et qu'après on fait tout ce qu'il faut pas, bah forcément il va apprendre des choses comme ça, mais on peut aussi réussir à s'en sortir même à 8 semaines. En fait, il y a plein de cas de Mm. figure qui font que des fois, on va récupérer un chaton tout seul, hyper jeune, et ce sont pas tous des cas désespérés, quoi. Mais c'est juste qu'on a une énorme responsabilité après, euh, en fonction de son âge. Donc, plus il restera longtemps avec sa maman, plus il aura appris et acquis plein de choses. Mais ça va aussi dépendre de l'équilibre de la maman, parce que si c'est une Ouais. maman complètement sauvage, et craintive et effrayée par l'humain, ben elle peut aussi transmettre un peu de ça à ses chatons. Donc il y Ok. a plein de cas, c'est très varié. Mais Ok. ouais, on part sur un consensus à 3 mois qui est top. S'il y a des personnes qui nous écoutent et qui souhaitent adopter, Mm. et que on vous propose d'accueillir le chat à partir de 2 mois, bah peut-être du coup demander de les laisser un petit peu plus avec la maman. Mm. Ouais, ça serait Ouais. top. Alors, quand on adopte un petit chaton, on est très heureux, on lui fait beaucoup de câlins. Est-ce que cette surstimulation qu'on peut leur apporter, et je pense aussi notamment à des foyers qui ont potentiellement des enfants, ça peut être dangereux pour le chaton? Ouais, un petit peu, c'est vrai. Mais après, c'est pareil, ça va dépendre des individus. Mais en fait, les chatons, bah, ils aiment bien les contacts, mais ils ont quand même un certain seuil de tolérance, comme tous les animaux. Ouais. Et chez le chaton, au départ, il est pas très élevé. Il va aussi apprendre à tolérer les contacts. Et le problème, c'est que comme ils sont tout petits, eh ben, c'est plus facile de les contraindre contre leur volonté. Enfin voilà, ils ont pas de force. Des fois, on se rend même pas compte qu'il veut partir et on continue de le maintenir. Donc ça renvoie à la notion de consentement et Mm. d'observation du comportement, enfin en tout cas des signes Ouais. de trop plein. Et un chaton est capable de les exprimer. Donc faut faire attention parce qu'en manipulant trop, finalement, on risque de déclencher des réflexes de défense où le chaton va plus rapidement se mettre à se défendre ou à mordre. Alors que si on avait regardé, par exemple, sa queue qui bat un peu vite, ses oreilles qui s'orientent vers l'arrière, sa peau qui tressaute, parce que Mm. dès qu'on le touche un peu, voilà, il se met à pas trop supporter, ou qu'il se met à mordre très soudainement, ben là c'est déjà un peu tard, mais il vaut mieux arrêter le contact. Et il vaut mieux privilégier des courtes séances de câlins, Ok. mais un peu plus fréquentes, plutôt que imposer un long câlin qui peut l'énerver facilement. Voilà. Et en Ok. fait, plus on arrivera à lire son langage corporel, Mm. et plus il nous fera confiance aussi. C'est-à-dire que, ah, mais je sais que Et ouais. quand je bouge la queue, et il arrête. Donc, j'ai juste à bouger la queue, c'est bon. Alors que si on voit rien, on comprend pas, bah il ira Mm. nous le faire comprendre. Et Voilà. crac. Et crac.
Et après, il se fait punir. Oh. Oui, oh, donc en fait, c'est nous, on n'a rien compris, on les a pas écoutés et après, on se retrouve avec des morsures, mais c'est de notre faute. Un petit peu, oui. Quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent chez les adoptants où tu te dis, bon, là, il faudrait quand même qu'on remette les choses au clair sur toutes ces grosses erreurs qu'on voit beaucoup trop souvent. Première grosse erreur pour moi, c'est de jouer avec les mains. Et oui, bah tiens. Voilà. Surtout quand on a un chaton, parce que le jeu, c'est associé à l'instinct de chasse. Et donc la maman aussi l'apprend comme ça, voilà. Petit à petit, dans la nature, elle apporte des proies au chaton et il s'entraîne à sauter d'abord sur une proie morte, puis après sur une proie un peu blessée et tout ça. Et c'est comme ça qu'ils apprennent à chasser. Et en intérieur, quand on a un chat qui reste strictement en intérieur, bah il a besoin de jouer parce que c'est quelque chose qui fait totalement partie de son comportement normal. Et pour lui apporter la chasse à la maison, bah ça passe par le jeu. Et les jouets, principalement le jeu Et à ouais. distance, sinon c'est vrai qu'ils peuvent associer l'humain ou ses mains ou ses pieds à une proie. Et ça, ben, quand ils sont chatons, c'est pas très grave parce qu'ils font pas trop mal, ils griffent pas très fort, ils mordent pas très fort, mais on se rend compte que ben, en grandissant, on peut créer des vrais comportements de prédation où ils se mettent à se cacher dans une pièce en sachant qu'on va arriver et puis à nous sauter dessus ou des choses comme ça. Et même si ça peut sembler rigolo et tout, en fait c'est pas si rigolo. Donc ça pour moi c'est la première erreur, c'est jouer avec ses mains. Et donc ben, perso quand j'ai mes petits chatons, jamais je joue avec mes mains. Et du coup, ben, jamais ils m'attaquent les mains. Oh, comme c'est bizarre. Voilà, ça c'est vraiment la plus grosse erreur que j'ai revue tellement fréquemment et qui est instinctive pour l'humain en fait. On Mm. va faire des là avec les doigts Ouais, pour les ouais. appeler et tout, ils se mettent à ouvrir grand les yeux et ah non, faut pas faire ça. Ok. Autre erreur, ben c'est adopter trop tôt, mais on l'a déjà dit. Surtout les gens qui se disent non mais c'est bon, il arrive à manger tout seul, il est prêt. Euh, un chaton, le sevrage alimentaire, il arrive à partir de 5 semaines à peu près, Ouais. 5-7 semaines. Donc on se rend bien compte que c'est trop jeune. Ça n'a pas, c'est pas lié au sevrage, on appelle ça sevrage émotionnel un peu. Le fait de pas avoir assez d'enrichissement à la maison aussi. On Mm. s'en rend pas toujours compte, mais chez nous, on aime bien quand c'est déco, tout ça, et puis on aime bien avoir un chat. Mais le truc, c'est que un chat, ça a vraiment plein de besoins, Ouais. et ça peut facilement s'ennuyer parce que ben ils sont confinés chez nous, quoi. Donc ils font vite le Mm. tour hein, des appartements des fois, et donc ça peut favoriser la destruction de nos meubles, l'ennui, la boulimie. Ouais. Voilà, donc faut multiplier les enrichissements. Donc ce que j'appelle enrichissement, c'est les choses qui vont le stimuler, que ce soit physiquement ou mentalement, et qui vont aussi aider à assouvir ses besoins normaux, comme griffer, comme les gamelles ludiques qui vont aider Et ouais, à jouer tout en mangeant, à ralentir la prise c'est génial. alimentaire, moins s'ennuyer. Mais Mm. oui, gamelle ludique, c'est la base. Si vous avez Ouais, un truc à acheter, plutôt qu'un gamelle bol ludique. normal, une gamelle ludique. Voilà. Ouais, Ça va vraiment. vous sauver. D'autres petites erreurs peut-être auxquelles on penserait moins, c'est de sous-estimer le besoin en sommeil d'un chaton. Parce qu'un chaton, ça dort encore plus qu'un chat, qui est déjà à 16 heures par jour de sommeil. Le chaton, ça Ouais. peut facilement monter à 18-20 heures par jour. Et quand on a l'impression d'avoir un chaton qui dort pas, ben c'est pas normal, quoi. En fait, c'est un chaton, c'est vraiment on-off. C'est-à-dire que là, dès qu'il est réveillé, il va courir partout. Il a besoin de pas mal d'interactions, de jeux et tout. Mais après, ils sont capables de dormir longtemps. Donc voilà. Respecter aussi le sommeil sans les réveiller, même s'ils sont super mignons. Ça aussi, c'est Mm. très important. Ça leur Ouais. permet de pas être sans arrêt sur le qui-vive et ne dormir qu'un œil. Pour le sommeil, c'est pas terrible. Mm. Oui.
Est-ce qu'il y a des examens vétérinaires qui sont indispensables quand on adopte du coup un chaton ou qui sont très fortement recommandés à faire dès qu'ils arrivent chez nous? Déjà, il faut noter que quand on adopte un chaton, il est normalement déjà passé au moins une fois devant un vétérinaire parce que l'identification, c'est obligatoire. Avec la cession ou la vente d'un animal qu'on passe par une asso ou un particulier ou un éleveur. Donc à l'adoption, on récupère le calendrier des visites vaccinales s'il y a du coup déjà un vaccin qui a été fait. Et ça permet de savoir quand est-ce qu'on doit aller au prochain rendez-vous chez le vétérinaire. Et s'il y a besoin de rappel, tout ça. Donc ça va vraiment dépendre de l'âge et de si la personne qui avait le chaton a déjà fait des visites. Et sinon, si le chaton a jamais eu de visite, oui, bien sûr, faut commencer à aller voir un vétérinaire. Enfin, faut absolument savoir si tout va bien en faisant un examen complet, un examen clinique tout simple. Enfin, regarder de façon externe et aller écouter le cœur et les poumons, voilà. Et après, il y a tout le côté antiparasitaire. Ouais. Chez le chaton, c'est un peu, je vais pas dire drastique, mais c'est assez intense au niveau des antiparasitaires parce qu'ils sont un peu plus sensibles à ça, au parasitisme, notamment pour le vermifuge. Le protocole, c'est une fois tous les 15 jours jusqu'à 3 mois, puis tous les mois jusqu'à 6 mois. Et après, c'est en fonction du mode de vie. Donc après, c'est le vétérinaire qui dira, oui, s'il sort, c'est mieux tous les tant de mois. S'il sort pas, on peut faire une fois par an. Enfin, en fait, s'il est gardé après chez des personnes, il y a d'autres chats. Enfin, il y a trop de paramètres, c'est ça. Donc ça va être pareil, un calendrier qui sera mis en place avec le vétérinaire. Et pour les antipuces, c'est un peu pareil. Moi, quand je récupère mes chatons, ils ont systématiquement des puces, donc on conseille quand même de poursuivre le traitement. Et après, ça va dépendre du mode de vie. C'est vrai que s'il est strictement en intérieur, qui ne voit aucun autre animal qui sort, il n'y a pas forcément besoin de faire un antipuce tous les mois. Mais voilà, c'est des traitements à raisonner en fonction du mode de vie, pareil. Voilà. Et puis après, bien sûr, il y a les vaccins. Donc les vaccins, c'est toujours recommandé de le faire, surtout pour les maladies qui sont très dangereuses pour les chats, dont on essaye d'endiguer la progression sur toute la population. En fait, c'est vrai que vacciner son propre chat, c'est pas forcément pour lui, mais c'est aussi pour tous les autres chats que vous allez vous côtoyer ou que lui va côtoyer. Et donc on vaccine majoritairement contre le typhus et le coryza. Et ça, c'est à partir de 8 semaines. Et il y a 2 rappels après cette injection. Donc, c'est en 3 injections, une fois par mois. Si le chat ou le chaton est amené à sortir, on fait aussi le vaccin contre la leucose féline. Parce que ça, c'est un virus qui est transmis surtout par les grosses morsures bien profondes, donc les grosses bagarres. Donc, c'est pour ça que si le chat va pas se bagarrer, le risque est pas énorme. Ça peut aussi se transmettre par la salive, par exemple, de chats qui mangent ou boivent dans la même gamelle. Il y a un risque aussi. Et donc ça, c'est un virus, ça s'appelle un virus leucémogène, donc ça peut créer une leucémie. En tout cas, c'est un virus qui va atteindre les globules blancs et faire que ça va beaucoup affaiblir l'organisme, qui pourra plus se défendre contre d'autres infections qui peuvent survenir et rendre l'animal beaucoup plus faible. Et ça peut accélérer les processus cancéreux aussi et tout, donc c'est pas une maladie qu'on aime trop. Ouais. Et donc ça, on peut le dépister. La leucose et le FIV, donc entre guillemets le sida du chat. Sida du chat, ouais. On peut le dépister par un petit test tout vraiment assez simple où le vétérinaire va prélever une goutte de sang et c'est un test rapide, donc ça c'est recommandé de le faire, surtout quand on connaît pas les antécédents du chat ou ses parents. Et donc le mieux c'est de le faire vers 6 mois
pour que ce soit le plus fiable possible, mais parfois on le fait avant, parce que voilà, c'est des chatons qu'on a trouvés et on veut savoir avant qu'ils soient adoptés. Mais voilà, il y a moyen de savoir, et ce test-là, on peut le refaire plusieurs fois dans la vie du chat, parce que son statut peut changer vis-à-vis de ces maladies. S'il se met à sortir, à se bagarrer et tout, ça vaut le coup de le retenter de temps en temps. Avec des rappels, du coup, tous les ans pour ces vaccins-là. Après, c'est aussi variable en fonction du mode de vie. Et ça se trouve, moi j'exerce plus depuis 3 ans, donc ça se trouve les protocoles ont encore évolué. Mais à mon époque, on était sur pour un chat qui sort pas, typhus coryza, on pouvait une fois qu'on avait fait le rappel 1 an plus tard, on pouvait espacer à tous les 3 ans. Mais on fait tous les ans sur un chat qui a eu le coryza, donc on sait qu'il est porteur pour l'aider à gérer ses symptômes. Même s'il n'y a pas de vaccin sur une des années, c'est recommandé de faire une visite quand même. C'est vrai qu'il y a un espace-temps entre 1 an et 6 ans où on se dit mais pourquoi j'y vais tous les ans, à chaque fois le veto il me dit que ça va et qu'il n'y a rien et tout, je perds mon temps, mon argent. Mais non, en vrai, pour avoir fait même dans ma clinique, on recommandait la visite au semestre, donc je voyais même les chats tous les 6 mois. Et parfois on détecte des trucs tellement précocement qu'on est content de savoir en fait, de faire ce point-là. C'est aussi rassurant pour les gens finalement. Faire des check-ups, c'est hyper important, au moins une fois par an pour un chat, même un chat d'appartement. Il faut qu'ils aillent voir le veto au moins une fois par an. Comme tu dis, ça peut détecter le moindre petit truc, et quand ça arrive et qu'on l'a pas fait, on s'en veut un peu aussi. Donc, mais tellement. C'est important. Tellement. Et puis aussi, en 1 an, il s'en passe des choses et n'hésitez pas aussi à noter, à prendre des photos, des vidéos, à recueillir les petites choses du quotidien où vous vous êtes dit mais qu'est-ce qui me fait mon chat? Et ça, vous pourrez tout à fait questionner le vétérinaire. C'est pas des trucs urgents, donc ça peut se garder, se stocker, mais avoir il pourra répondre à tout ça. C'est juste qu'on oublie, arrivé à la visite, on se dit non, tout va bien. Puis en fait, ah ouais, mais 3 mois plus tôt, il m'a fait ça, j'avais oublié. Ouais, voilà. C'est hyper important de faire ça. Oui. Mais du coup, on peut le faire sur Animéo maintenant. Ah, mais c'est parfait. Oui, c'est trop cool. Ça va vous servir. Mais oui. Et la stérilisation, est-ce que ça doit arriver super tôt? Est-ce qu'il faut attendre un maximum? Chez le chat, c'est très simple. Il faut le faire. Okay. Et c'est recommandé de le faire avant la puberté. Et à partir du moment où on peut opérer un chaton. Et donc maintenant, ce qui commence à être pratiqué en France, c'est la stérilisation précoce. Donc maintenant, on peut stériliser un chaton assez jeune, même vers 3 mois. Et ce qui est le plus pratiqué en France, c'est plutôt vers 5-6 mois. Okay. Et donc, il n'y a pas de répercussions à long terme, que ce soit à 3 mois ou à 6 mois. En tout cas, l'important, c'est que ce soit fait avant les premières chaleurs chez la femelle, parce que ça réduit énormément le risque de développer des tumeurs mammaires vers 10 ans. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais c'est hyper important pour plus tard. C'est des tumeurs qui se développent avec l'imprégnation hormonale. Donc ça, super important. Et puis, en fait, l'idée, en stérilisant son chat, comme c'est des animaux, quand ils sont amenés à sortir, qui peuvent aller très loin et croiser la route d'autres chats, l'idée, c'est de pas participer à la prolifération des chats errants et aux gestations non désirées. C'est vrai que les comportements reproducteurs du chat, ils peuvent aussi être un peu ennuyants pour les humains, que ce soit pendant les chaleurs des chattes ou quand les mâles vont marquer partout de leurs urines. Mais ça encore, c'est très humain finalement de vouloir se prévenir ces comportements. Mais bon, c'est aussi une période, je pense, assez peut-être pas stressante, mais qui doit les déranger un peu dans leur quotidien aux chats. Enfin voilà, ils sont sur le qui-vive, ils veulent trouver un partenaire. Les accouplements du chat, c'est pas hyper doux. Voilà, ils ont pas besoin de ça, en tout cas. Et ça réduit aussi, la stérilisation, ça réduit aussi les fugues et le risque de bagarre. Donc c'est pas mal.
Ça fait Ok. moins de blessures, ça fait moins de transmission de maladies. Et ça, c'est très intéressant aussi. Et les chats n'ont pas besoin de faire une première portée avant d'être stérilisés pour être heureuses. Voilà. Ils n'ont pas besoin de Oui, ça. Ça, c'est vraiment une c'est idée reçue. oui, hyper important de le rappeler. C'est vrai qu'on l'entend beaucoup, ça. Il y a des effets secondaires quand même à la stérilisation, mais ils sont gérables. Et c'est pour ça qu'on est en faveur de la stérilisation, c'est que les effets secondaires, eh ben, c'est entre guillemets facile à gérer. En tout cas, on peut les prendre en charge. C'est la tendance à la prise de poids, parce qu'un chat stérilisé, on va quand même dérégler Mhm. c'est son statut hormonal, et donc ça va augmenter sa faim, mais à la fois Ok, baisser son besoin en énergie. Donc d'accord. il doit moins manger, mais à la fois il a plus faim. Donc tu comprends pourquoi le risque, c'est qu'il prenne du poids. Parce que Eh nous, on va oui. donner, parce qu'il réclame, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'on va adapter les croquettes, enfin l'alimentation, passer sur un aliment chat stérilisé, parce qu'ils sont plus allégés. Plus un aliment est allégé, plus on peut en donner en quantité un peu plus grosse. Faut essayer aussi de rassasier avec un aliment humide, parce que comme c'est humide, ça va le caler. Et bien sûr, les gamelles ludiques, on y revient pour manger plus lentement, Yes. parce que Mhm. quand on mange moins vite, on est mieux rassasié. Ça envoie aussi le message au cerveau qu'on est en train de manger. Voilà. C'est vraiment l'effet secondaire le plus important. Je voulais faire juste une petite aparté d'une histoire que tu m'avais partagée en off Mm. sur la stérilisation de quelqu'un qui avait justement attendu avant de... Bah, je te laisse raconter si tu as Oui, envie. oui, oui. En fait, l'histoire, c'est qu'il y a une dame qui est venue me voir avec sa petite femelle qui avait, je pense, à 5-6 mois et qui était en chaleur. Et du coup, elle voulait que je lui prescrive la pilule pour sa chatte, pour couper les chaleurs. Et moi, je suis contre la prescription de la pilule parce que les médicaments qu'on a à notre disposition en France, ils sont pas, enfin ils sont trop dosés. On donne des trop grosses doses d'hormones en donnant ce médicament. Et du coup, on connaît les risques, les effets secondaires sont assez énervés, notamment en favorisant le risque d'infection de l'utérus et aussi en favorisant les tumeurs mammaires. Et du coup, j'ai dit à cette dame, ben non, mais on peut la stériliser, comme ça, il n'y aura plus jamais de problème, le problème des chaleurs, et même pour elle, pour sa santé, ce sera mieux. Et donc la dame est partie assez en colère, parce qu'elle voulait pas la faire stériliser, parce que ça coûte des sous, c'est vrai, hein, je suis d'accord. Et elle a trouvé un moyen de se procurer la pilule, donc on sait pas comment, parce que c'est normalement sous prescription vétérinaire. Et en fait, elle est revenue nous voir quelques mois plus tard parce que sa chatte était vraiment pas bien. Elle est venue en urgence parce que et on l'a détecté une infection de l'utérus. Donc en gros, c'est du pus qui s'accumule dans l'utérus, donc ça fait très mal, ça donne de la fièvre, la chatte elle peut en mourir, hein, donc faut opérer en Mm. urgence et enlever tout l'utérus carrément. Donc c'est une stérilisation encore plus poussée. On enlève les ovaires et l'utérus. Et au final, ben, elle aura payé plus cher. Sa chatte, elle en aura souffert aussi. Et, euh, et je trouve que c'est le plus gros retour de karma que j'ai jamais vu en vrai. Voilà. Donc c'est l'anecdote. Ouais. C'est assez radical et vraiment, je suis navrée que ce soit passé comme ça. Mais cette dame avait toutes les clés en main et elle a décidé de pas nous croire alors que ben c'est même décrit hein, que la pilule Ouais. a ces effets-là. Donc voilà, on veut le bien des chats, mais le choix repose toujours sur le propriétaire au final. On est là pour Oui. conseiller. Mais c'est bien que tu rappelles tout ça, parce que bah, avoir un animal aussi, bah, ça demande d'avoir des frais de santé. Ça Mm. fait partie aussi ben, du package d'avoir des animaux. C'est bah, de pouvoir aussi être là quand il faut et pouvoir payer les frais vétos quand il y en a besoin. Donc oui, ça fait partie du package et c'est comme ça.
Donc, tu vois, comme quoi, hein, des fois, on veut faire, entre guillemets, des économies sur certaines choses pour au final avoir 3 fois à payer ce Mmh. qu'on aurait dû payer de base, quoi. C'est Donc, ça. Après, ouais, je conçois, hein, que la vie, elle est oui, devenue super chère et que c'est plus évident. Enfin, vraiment, tout est très cher et quand on n'arrive même pas à finir le mois, enfin, envisager des frais en plus pour un animal, c'est pas si évident. non, mais Mais c'est c'est vrai que sûr. c'est une Mm. responsabilité. C'est Et une responsabilité. ouais. Ouais, Enfin, faut essayer de mettre de ouais, côté tout c'est ça. ça. Il y a aussi les Mm. assurances. Enfin, il y a des moyens Mm. d'essayer de le gérer, mais je conçois vraiment que ce soit pas facile et même n'hésitez pas quand quand justement c'est un des soucis que vous avez parce qu'il y a des examens à faire, n'hésitez pas à demander à votre vétérinaire Mm. de prioriser, genre pour lui, qu'est-ce qu'il faudrait faire en tout premier, et puis après, en fonction des résultats de cet examen, qu'est-ce qu'on fera ensuite. Enfin voilà, il y a Ouais. souvent le moyen d'échelonner. Alors ça dépend du contexte, hein. Des fois, il faut tout faire d'un coup, mais parfois on peut échelonner les investigations Mm. et ça peut être une solution aussi. Et oui, c'est vrai que tu parlais des assurances, mais pour le coup, ouais, complètement. Il y a Mm, des grosses chirurgies qui sont qui sont remboursées par les assurances. Il y a plein de, ben, les accidents qui peuvent mm. arriver, etc., qui peuvent être pris en charge par l'assurance. Donc, complètement. C'est hyper important aussi de savoir que les assurances pour nos animaux existent et que ça peut, ben, aussi être pas mal quand il nous Ouais. arrive des petits pépins. Ouais. Le seul souci, c'est que avec les assurances, c'est que il faut commencer assez tôt et au moment où on doit, enfin où on devrait souscrire l'assurance, ben des fois on a l'impression aussi de payer pour rien, alors que c'est très important de cotiser en amont parce qu'après, enfin vous êtes quasiment sûr de rencontrer une maladie chronique sur le chat à partir de 7 8 ans. Il commence à se passer des trucs et Mm. là ça peut vraiment aider quoi. Au début, c'est Ouais. sûr que quand le chat va bien, ben, on paye. On va parler d'un sujet un petit peu plus cool. Oui. On va parler des premiers jours du chaton à la maison. Est-ce que tu as des petits conseils de choses qu'il faut absolument faire et surtout éviter les premiers jours ou les premières semaines à la maison? C'est difficile de trouver vraiment des personnes qui s'accordent sur comment introduire un chat et tout. Il y a des avis un peu contradictoires, mais en tout cas, moi, je suis pour le fait de préparer une pièce séparée et calme pour accueillir ce nouvel individu, donc une chambre ou un bureau ou quoi. Lui installer un bac de litière, des gamelles, des couchages, des griffoirs, des cachettes, le basique, bien Ouais, séparer litière et gamelle et le laisser déjà explorer cette pièce, s'imprégner de cette pièce, s'habituer. À ce moment-là, ben, commencer à interagir avec lui, mais tranquille. Genre, mhm, tu viens t'asseoir dans la pièce, tu lui parles calmement, voilà, tu passes du temps avec lui, tu joues. Déjà là, faut se dire que lui débarque dans un lieu avec des odeurs complètement différentes, des personnes mhm. qu'il connaît pas, il y a peut-être d'autres animaux qu'il a bien sentis dès qu'il est arrivé, et les autres pareil. Donc voilà, il y a un univers ambiant, tout son monde a changé. Et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre le temps et d'introduire petit à petit les nouveaux stimuli inconnus comme bah, les enfants, d'autres animaux, les Ouais. bruits, enfin voilà, ça peut s'introduire progressivement. Et puis certains chats seront beaucoup plus curieux et tolérants à ça et arriveront beaucoup plus rapidement à s'y habituer, et d'autres auront besoin d'un peu plus de temps. Mais en tout cas, ce qu'il faut éviter, c'est vraiment de d'y aller franco, vous déposez la caisse de transport pile devant l'autre chat. Enfin non, faut Ouais. éviter les contacts forcés, les présentations trop brusques. Faut aussi éviter de changer la position de tous les objets, de changer le bac à litière de côté de la pièce. Non, une fois que c'est posé, bah, on laisse comme ça et il s'y habitue. Le temps de s'adapter, c'est important. Et puis aussi,
Faut éviter, si c'est un chaton jeune, de le laisser seul trop longtemps, surtout si lui il sort d'un lieu où il y avait toute sa fratrie, sa maman, d'autres chats, plein de gens et tout. Le laisser tout seul d'un coup, ça va être un peu brusque. Donc il va avoir besoin de dormir de toute façon, mais voilà, pouvoir accompagner le chat les premiers jours, c'est quand même intéressant. Oui. Et l'intérieur, tu disais pas la litière avec la gamelle, c'est-à-dire séparer vraiment à droite de la pièce la litière et à gauche de la pièce Ouais, les carrément. croquettes? Si c'est possible de faire ça, oui. Et aussi même séparer les croquettes de l'eau, enfin en tout cas l'alimentation des gamelles d'eau, parce que ça n'a pas besoin d'être à côté, au contraire ça peut faire que le chat va moins boire si c'est trop près de sa nourriture. Donc Ok. faut vraiment prendre ces deux ressources comme quelque chose de dissocié et segmenter l'environnement, c'est très intéressant pour les chats, parce que c'est ce qui ferait Ok. euh, dans la nature. Et dans les petits espaces, comment on fait quand on vit dans un petit appartement? Ben, dans les petits espaces, ce qu'il faut prioriser, ça peut être la verticalité. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de Ouais. surface au sol, ben, essayer de rajouter de la surface au mur avec des étagères murales, laisser l'accès aux meubles, au-dessus des meubles, mettre un arbre à chat qui va très haut ou des poteaux ou des choses qui prennent pas trop de place. Des perchoirs qu'on peut coller aux fenêtres, aussi des arbres à chat qu'on peut mettre sur les portes. Enfin voilà, faut privilégier, faut ajouter de la surface quelque part. C'est sûr que si c'est Ouais. tout petit, c'est pas l'idéal, mais on peut trouver quelque chose qui plaise quand même au chat. Et le mieux, c'est d'essayer à la verticale. Faut aussi, vu que c'est petit, essayer quand même de lui trouver des coins où il peut s'isoler, se cacher. Donc lui mettre des cachettes, ça peut être des boîtes en carton, des tunnels, laisser des plaids s'il aime bien se mettre en dessous, ou utiliser la surface qu'il y a sous le lit pour créer un petit espace cocooning sous le lit. Enfin voilà, c'est des espaces où le chat se sentirait plus isolé, en sécurité. C'est aussi très important dans un milieu complètement ouvert et tout petit. Et réussir quand même à segmenter encore une fois les espaces, Ouais. que ce soit le repos, là où il élimine, là où il mange, là où il boit. On va essayer de segmenter Là, tout tu ça. parles de là où il élimine. Alors la litière, c'est un vrai Ouais, sujet quand même. ouais. Qu'est-ce que tu nous recommandes sur la litière? Parce qu'on entend beaucoup de choses différentes. Mhm. Et j'ai déjà, je pense connaître déjà ta réponse, mais je te Ouais. laisse nous la dire. Moi, j'en ai parlé d'ailleurs cette semaine en Ah story. ouais? Ah, trop Ouais. drôle. En tout cas, du substrat, pour le substrat de la litière, Ok. donc les Ah grains de ok. litière, Mhm. l'idée c'est d'imiter le plus possible un bac à sable. On veut un gigantesque bac à sable pour nos chats, parce que c'est ça qu'ils préfèrent. Et donc, si on se réfère à ça, ben, on cherche un substrat qui soit assez fin, comme du sable. Moi, je préfère quand c'est agglomérant, parce que du coup, c'est facile de Ouais. nettoyer ça, de facilement remettre le sable à neuf, et tout ça. Et hygiéniquement, c'est pas mal parce qu'on a moins d'urine qui va se coller aux parois du bac, etc. Non parfumé parce que ça interfère avec l'odorat du chat et lui, il a besoin de sentir les odeurs de son pipi et son caca. Enfin, pour lui, c'est pas dégoûtant, hein, donc c'est important qu'il soit pas perturbé à ce niveau-là. Puis en plus, ils ont tellement un meilleur odorat que nous, la petite odeur lavande, lui, c'est x15 dans son nez, il en peut plus, quoi. Et de préférence, la moins poussiéreuse possible, parce qu'en fait, après, ils respirent, enfin, eux, ils font que gratter dedans, donc le risque, c'est qu'ils respirent des poussières, et c'est pas très bon pour les bronches. Ça peut irriter les poumons, créer des bronchites. Mais ça, bon, c'est pas facile parce qu'on manipule des cailloux, quoi, donc souvent, c'est un peu poussiéreux. Et le format de la litière. Format, ouais, la taille. Donc, toujours sur l'idée d'un bac à sable. Un bac à sable, c'est assez grand, donc on va chercher à avoir un grand bac.
Idéalement, il faudrait qu'il soit 1,5 fois plus grand que la longueur du chat. Donc vraiment qu'il puisse y rentrer de ce bout du nez au bout de sa queue et qu'il puisse faire des tours dedans et se mettre dans la position qu'il veut, quoi. Ça fait un truc assez grand. C'est vrai que moi j'aime bien Ouais. les bacs de rangement pour ça, parce que c'est les bacs les plus grands que je peux trouver. Et ce qui est bien avec un bac de rangement, c'est que c'est modulable avec l'espace que tu as, vu qu'il y a toutes les formes. Et de préférence maximum 15 cm de hauteur de paroi. En termes de nettoyage, ce qui est pas mal, c'est les bacs en métal. Ça, il y en a très peu sur le marché. Il y a Ouais. Litorgeni qui en sort un Et là cette oui. fin d'année, que Ouais. d'ailleurs j'ai là, et c'est un bac assez grand. Je suis assez étonnée de la taille parce que c'est rare d'avoir un bac aussi grand. Et Ouais. donc ça c'est vraiment sympa pour le côté hygiénique, et c'est très rare encore en France les bacs métal, et ça ben c'est sûr que ça va durer, parce qu'en fait les bacs Mm. plastiques avec l'urine de chat, ça finit par être attaqué par l'urine, Mm. enfin on Ouais. voit que c'est usé un peu au fond du bac, et ça s'il y a des aspérités sur la surface du plastique, ben ça fait qu'on peut moins bien nettoyer, ça rend le côté nettoyage moins efficace. Donc bon, si on veut Ouais. quelque chose de durable, s'orienter vers le métal, ça c'est une bonne idée. Direction Litter Jenny. Ouais, mais oui, elle est trop bien. Et niveau nettoyage, il n'y a pas besoin d'utiliser des détergents de fou, hein. Le mieux, c'est Et juste oui. faire un coup d'eau savonneuse, voilà, bien enlever toute la matière organique, les grains de litière qui restent, refaire que ce soit bien propre, et c'est suffisant. Le savon. Et éviter la javel. Ça aussi, c'est un peu une idée reçue qu'ils adorent la javel et tout. C'est vrai enfin, on peut observer des chats qui se roulent par terre et tout quand il y a l'odeur de javel. Donc ça a certainement un effet sur eux, mais en tout cas, ça reste une odeur très forte. Et en ayant parlé de l'odeur juste avant, c'est quelque chose qui peut vraiment perturber leur odorat, et faire que des fois ils peuvent éviter la litière. Donc c'est tout ce qu'on veut pas. Pas besoin de rajouter un truc en plus. Et fermée ou ouverte la litière? Plutôt ouverte, mais ça Ouais. c'est pareil. T'auras des gens qui te disent que qu'ils ont essayé les deux et que le chat va préférer entrer dans celle qui est fermée. Donc ça, je pense que c'est aussi une question d'habitude, et puis une question de problématique aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y a des chats, des fois, ils font pipi tout droit, et et donc quand ça va Ça sur ton sort. mur, au lieu de voilà, bon, je comprends que tu veuilles mettre un couvercle, mais après c'est peut-être une question de taille du bac. Peut-être que s'il y a un bac plus grand, ça pourra récupérer. Enfin voilà, en fait, il y a des chats aussi qui se mettent sur le bord. Enfin bref. On trouve de tout chez les chats, et on s'adapte aussi à la situation, mais Ouais. idéalement ouvert. Au moins enlever la porte battante, parce qu'en plus ça leur tombe sur le dos et tout. C'est pénible. Et puis en fait ça va enfermer toutes ces odeurs dedans. Enfin non. Et la poussière. Enfin ouais. En fait c'est pas bien ventilé, quoi. Et en termes de nombre, c'est recommandé de mettre un bac de litière par chat plus un. Donc si on a un chat, deux bacs, deux chats, trois bacs, etc. Mais ça aussi, Ok. je conçois que c'est pas toujours évident. Enfin, même moi, j'ai quatre chats, j'ai pas cinq bacs, mais j'ai des Ok. grands bacs. Ils sont très grands et très souvent Et nettoyés, ouais. vu que je suis chez moi la plupart du temps. Mais bon, là, ça se sent à quatre chats qu'il y a une pression de l'usine à crotte qui est très importante. Mais t'as la poubelle Litter Jenny, toi aussi, non? Ouais, oui, Voilà. oui, j'en ai même plusieurs. Ok. Bon, Ça bah, me t'es sauve sauvée, la toi. vie, ouais. Eh Et ouais, tu chaque bac est m'étonnes. équipé de sa poubelle, enfin, c'est Trop nickel. bien.
On va parler d'apprentissage, Élise. Je sais que tu Ok. es hyper à fond là-dedans et d'apprendre les bons comportements et de sensibiliser aussi nos petits chatons à leur caisse de transport, au voyage, etc. Et donc on appelle ça le medical training. Je le dis très mal. Non, ça va. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est et pourquoi c'est super important? Ouais. Bah ça, j'ai découvert ça plus récemment. Enfin, en tout cas, je m'y suis intéressée surtout à partir du moment où j'ai pris conscience de l'importance notamment de l'hygiène dentaire des chats. Parce que j'avais un collègue qui était vraiment à fond dans la dentisterie. Ok. Et donc je me suis dit, ah ouais, il faut que j'essaye avec mes chats. Et donc l'idée, le medical training, c'est l'idée de désensibiliser l'animal aux soins futurs, le rendre plus confiant et coopératif dans des situations qui sont pas habituelles pour lui et plutôt stressantes. Et donc l'idée, c'est de récompenser une action pour que le chat l'associe à quelque chose de positif. Et Eh oui. perso, j'utilise des friandises parce que ça motive beaucoup mes chats. Mais on pourrait imaginer en termes de récompense, pour un chat très joueur, il peut se sentir récompensé par son jouet préféré. Un chat qui aime les gratouilles, il peut être récompensé par un bon coup de brosse sur le menton. Enfin voilà, on peut imaginer tout ça. Mm. Je trouve que la bouffe, c'est quand même la plus puissante des récompenses. Ouais. Mais on peut trouver des alternatives. Et voilà, pour le côté médical, training, on peut essayer de simuler des soins courants ou des manipulations courantes que pourrait faire une équipe vétérinaire. Donc que ce soit Mm. le fait de toucher les oreilles, les pattes. Désolée si vous entendez, mais j'ai mon chat qui ronfle derrière. Voilà, toucher les oreilles, les pattes, un peu tous les jours, enfin en tout cas régulièrement, et récompenser évidemment. On peut aussi, pourquoi pas, le peser. Alors ça c'est pas Ouais. si évident parce qu'il faut des balances ou l'habituer à se mettre dans une bassine par exemple. À la clinique on avait ça, on avait une bassine, on mettait les chats dedans en les mettant pour les mettre sur la balance, donc c'était pas mal comme idée. Ok. Ouais. On peut aussi, toujours en récompensant bien sûr, on peut aussi essayer d'ouvrir la bouche ou aller toucher la bouche, les dents, inspecter les dents. Ça aussi, c'est un mouvement qu'ils aiment pas du tout, qu'on leur ouvre Mm. la bouche. Donc les habituer, les récompenser, ça va dédramatiser cette histoire. Et, Mhm. euh, et bah oui, par rapport à la caisse de transport, on peut aussi leur apprendre à aller dedans volontairement, à s'y coucher, et voilà, et associer ce lieu finalement à quelque chose de neutre ou de très familier ou de même motivant, quoi. Si vraiment on pousse le truc. Enfin, c'est vrai que le chaton que j'ai adopté cet été, je suis même étonnée à quel point il saute dans sa caisse, il adore. Ah ouais. Ah ouais, j'ai vu la vidéo. Faut que vous regardiez la vidéo sur le compte Instagram d'Élise. C'est une dinguerie. Ouais. Et ça m'a Vraiment, pas pris longtemps. Ça m'a pas pris longtemps, mais c'est c'est juste qu'il avait ouf. aucune expérience négative de la caisse parce que j'ai Ok. commencé jeune. Ouais. Et en fait, au début, il faut associer la friandise à un son. Donc ça peut être soit le son du clicker qui fait juste un clic qui permet de timer parfaitement le moment de l'action. En Ok. gros, on fait clic au moment, par exemple, où le chat s'assoit et on récompense. Au début, il faut juste cliquer, récompenser, ou dire yes, ou dire oui et récompenser. Comme ça, il associe ce son au fait qu'il mange. Donc, il est un peu, complètement conditionné. Ça s'appelle du conditionnement. Et donc ensuite, ça permet je sais plus comment ça s'appelle ça, marquer peut-être, ça permet de marquer le mouvement pour apprendre d'autres choses ensuite. Au début, je le guidais à aller dans la caisse et je marquais le moment où il était dedans. Donc après, il a commencé à comprendre que c'était le fait d'entrer. Au début, juste il entrait, on était juste à côté. Et après, je me suis éloignée de sa caisse et je lui disais, moi je dis sac parce que j'aimerais le Ok. balader en sac à dos, donc je lui ai appris sac, même si c'est
peu importe une caisse dure, un sac ou quoi, ben lui il sait que sac c'est Rentrer le dedans. truc qui bouge, voilà, c'est une boîte, et je peux après Ok. le balader. Et du coup un jour j'ai juste pris le sac de transport dans mes bras, enfin je l'ai soulevé et il a sauté dedans, ce fou. Et je me suis dit ah trop bien, il a très bien compris. Trop cool. Oh, Ah ouais, c'est génial. c'était facile en fait. C'est facile sur les chatons parce qu'au final j'ai commencé tard avec mes adultes, mais tout est possible. Enfin, vraiment, à Ouais. 7 ans, je me suis mis le challenge de leur brosser les dents et j'arrive, mais ça, je crois que c'est l'habitude, l'une des habitudes les plus dures à tenir. Enfin, il y a souvent des Mm. moments dans l'année où je fais une pause parce que j'arrive pas à enchaîner 3 chats à brosser les dents. Enfin, ça peut me prendre une demi-heure de les enchaîner. Mais eux, ça leur manque. Hein. Eux, ils sont là, présents à l'heure de l'entraînement. Ils veulent. Hein. C'est dans la salle de bain, j'ai tout le monde au pied. Et dis-toi, ils ont même compris que c'est chacun leur tour. Donc, ils attendent devant la porte. Ah ouais. Et quand je fais sortir un, l'autre rentre. L'autre, il Enfin, rentre. il faudrait que je filme C'est ça. trop C'est cool. incroyable. Trop. Ils apprennent Mais c'est tellement génial. facilement. Et ça crée un lien, je trouve, qui est encore plus fort avec son chat. Et De ouais. lui apprendre des choses comme ça, tu ressens cette confiance, cette Mm. motivation, enfin, tu sens qu'ils sont heureux de faire ça. Et l'idée, c'est jamais de forcer, c'est de petit à petit arriver à une action qu'on veut faire Ouais. ou arriver à tolérer ou à désensibiliser. Et ouais, Trop bien. faut vraiment du temps. Ça, c'est sûr que je Ouais. conçois. Enfin, en tout cas, il faut s'investir et il faut se motiver et choisir de passer son temps à faire ça, du temps à faire ça. Mais c'est incroyable les répercussions qu'on peut avoir positives en fait là-dessus. Donc ouais, j'adore Oui. le training. C'est Je trop suis loin bien. d'être C'est trop, trop et bien. je suis loin d'être trop forte à ça. Hein. Vraiment, je pense que je fais vraiment plein d'erreurs, mais ça marche quand même vachement. Donc tout le monde est capable de faire. Et tous les chats. Ok. Aussi, ouais, Mm. c'est vrai, c'est la question que j'allais te poser, si tous les chats étaient réceptifs ou pas. En fait, le plus dur, c'est quand ils en ont rien à faire de ta friandise. Mm. Mais là, c'est dur. Quand tu peux pas trouver une récompense qui est assez intéressante pour eux, bah là, c'est Ouais. difficile. Et puis l'idée, Ok. c'est pas que ça devienne des créatures de cirque, hein, mais vraiment, Oui. ils sont stimulés différemment. C'est vraiment chouette. C'est hyper intéressant et hyper important. Je l'ai vu, moi, au tout début, quand j'ai eu Scotty, je l'ai pas du tout habitué à sa caisse de transport. C'était, Mm. je te mets dans la caisse de transport pour aller chez le veto ou partir en vacances, prendre la voiture, etc. Donc, elle a clairement associé sa caisse de transport à un truc horrible. Donc, elle Mm. était clairement, ah non, je ne veux pas y aller quand je la mettais dans la caisse. Donc, j'ai changé, j'ai acheté un sac, j'ai essayé de lui mettre des friandises dedans pour qu'elle puisse y aller, qu'elle associe la caisse à un truc stylé et cool parce qu'il y a de la nourriture dedans. Et tu vois, petit à petit, j'ai laissé la caisse aussi tout le temps dans mon salon, comme ça elle la voit, elle peut y aller quand elle veut. Et ben, elle a beaucoup plus accepté que je suis sûre, je ressors la caisse, elle part en courant. Alors que le Ouais. sac, c'est déjà plus cool. Mais tu vois, maintenant, je le mets plus dans le salon, je la remets dedans que quand ben, on va prendre la voiture. Et donc là, bah, de nouveau, elle l'associe plus à un truc très sympa. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est du quotidien et c'est apprendre ces petites choses-là tout le temps. Mm. C'est comme ça qu'ils intègrent que c'est un truc Ouais. cool, quoi, et que Ouais, mais ça prend du temps. la Ouais, répétition, la complètement. patience. Mm. Mais ouais, il faut vraiment être motivé. Surtout quand on commence à avoir plusieurs chats. Et Un ouais, chat, oui. je pense que ça se gère pas mal en passant 5 minutes tous les jours. Mais dès qu'ils sont plusieurs, là, Mm. ça en fait du temps. Eh oui. On va venir à ton rôle de famille d'accueil. Il y a un petit chat qui joue derrière, je pense. On l'entend Oui, jouer, non? c'est Auguste, il s'est Oh. réveillé. Tu as ben, accueilli beaucoup de chatons orphelins, des nouveau-nés aussi. C'est un domaine qui est très peu connu et pourtant ça sauve énormément de vies de devenir famille d'accueil et puis pour ta part ben, être famille d'accueil pour des chatons orphelins.
C'est assez incroyable ce que tu fais et j'aimerais que tu nous partages un petit peu ton rôle en tant que famille d'accueil pour ces chatons et que tu nous parles un petit peu de ton quotidien. Oui, ok. Donc, l'idée, c'est que du coup, il y a le chat qui passe. Je suis bénévole dans 2 associations qui prennent en charge surtout des chats, mais un peu des chiens aussi. Et en Ouais. fait, ils ont toujours besoin de familles d'accueil parce que tant ils n'ont pas de famille d'accueil disponible, ils peuvent pas accueillir d'autres chats. C'est-à-dire ils marchent pas avec un refuge, ils n'ont pas de locaux. Et du coup, c'est uniquement via les familles d'accueil qu'ils ont des places de dispo ou non. Et donc, il y a plusieurs, on va dire, types de familles d'accueil en fonction de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on peut faire. Il y a certaines familles d'accueil qui préfèrent plutôt faire des soins. Et donc, à ce moment-là, ils prennent les animaux malades. Il y en a qui veulent plutôt sociabiliser, essayer de sociabiliser des chats sauvages. Il y en a Ok. qui préfèrent garder les adultes, enfin même qui vont bien, mais parce qu'ils savent qu'ils sont moins adoptés. Et il y a les familles d'accueil chatons qui savent que ce sera pas compliqué de les faire adopter, mais du coup, qui a une certaine implication dans l'éducation et encore plus s'il faut biberonner, mais sur un Et court ouais. terme. Voilà. Mm. Il y a vraiment, enfin, on peut faire plein de choses, on peut tout faire, tester. Il y a un autre chat là. Ça y est, tout le monde se réveille, on est mal. Voilà, je suis Euh, foutue. Mais donc ouais, moi j'ai choisi famille d'accueil biberonneuse parce que ouais. c'est du temps que je peux donner vu qu'il faut faire ça même la nuit et tout ça Et et que moi ouais. je travaille à la maison, ben, je m'organise en fonction. En fait, j'aime bien parce que ça me fait un peu renouer avec la pratique, tu vois, c'est des petits gestes techniques. Parfois il y a des soins, il y a des choses. Parfois il faut sonder le chaton qui boit pas son lait. Enfin, il y a des trucs un peu Et ouais. techniques. Gérer les températures. Enfin bref, gérer aussi les les maladies. Enfin voilà, ça Mm. arrive très souvent qu'il y ait des troubles digestifs, donc faut gérer ça aussi. Et ça c'est quelque chose ouais, que j'aime beaucoup faire. Du coup, toi, tu as des connaissances veto, donc tu dois être plutôt sereine quand tu fais ce type d'acte. Quelqu'un qui n'a pas ces connaissances-là, du coup, ne peut pas forcément s'occuper de chatons si petits. Ben en fait si pour moi tout le monde peut le faire. Ok. C'est juste que faut prendre quand même un peu le temps de se renseigner. Normalement aussi, les associations, elles t'accompagnent là-dedans et Ouais. c'est très au cas par cas. Donc, tu avances un peu à tâtons et en fonction de ce qui va se présenter à toi, tu vas réagir. Donc après, au fur et à mesure, c'est comme ça que tu vas apprendre. Effectivement, moi, j'ai pas tous les soucis enfin rien que de manipuler un chaton qui fait 100 grammes, c'est pas toujours évident de se dire Ouais. ouais, comment je le tiens, est-ce que je lui fais mal et Mm. tout. C'est vrai que moi j'ai pas eu du tout ces problèmes-là et pour moi c'est juste agréable, tu vois. Ok. Moi je suis T'as le coup bien. de main aussi. Ouais, mais en vrai, c'est pas des animaux si jeunes, on n'est pas amené à les manipuler aussi fréquemment que ça en pratique. Hein. C'est des animaux qu'on Ouais, voit pas en fait. c'est vrai. Donc Mm. moi, ça m'intéressait beaucoup parce que c'est aussi la néonatologie, un domaine où on a très peu, enfin, de cours là-dessus en école et qu'on pratique pas beaucoup non plus parce que ouais, c'est vraiment des animaux qu'on voit pas souvent. Et donc moi, ça m'intéressait trop de me plonger Ouais. dans un truc que je connaissais pas et qui me passionne. C'est vrai que bah les chatons, je vais pas te mentir, je trouve ça beaucoup trop mignon. Enfin, ça me fait craquer, donc moi je suis trop contente de les revoir, de leur faire le petit biberon et tout. Enfin, je sais pas, il y a un petit côté maman de chat qui est très puissant chez moi, je pense. Cool. Et et du coup, ouais, c'est un vrai plaisir de faire ça. Après, c'est vrai que c'est très fatigant Ah ouais, et tu surtout les m'étonnes. premières semaines. En fait, tu biberonnes entre le J0 et
à peu près 5-6 semaines. Enfin, ça dépend de à quel âge ils arrivent à manger tout seuls. Mais t'arrives normalement à les faire manger ou du moins boire du lait en gamelle un peu plus tôt que si c'était les tétés avec la maman, quoi. Voilà, t'essayes de les autonomiser un peu plus rapidement parce que c'est vrai que c'est long parfois. Et donc, c'est quoi leurs besoins à ces petits chatons de 0 à... Il y a vraiment plein de choses. En gros, les besoins, c'est d'être au chaud parce que entre 0 et 3-4 semaines, ils peuvent pas réguler leur température tout seuls. Donc on crée un nid chaud avec des bouillottes principalement. Et au fur et à mesure, là, on fait un peu varier la température. En tout cas, elle va baisser progressivement. Ou Ouais. quand on utilise des bouillottes, on va les réchauffer moins souvent, par exemple. Ils ont besoin d'un lait maternisé spécifique fait pour les chats. Donc le lait de vache, ça marche pas. Et donc si vous trouvez un chaton de moins d'un mois, il va falloir se procurer du lait maternisé. Et ça, il y en a soit chez le vétérinaire, soit dans certaines pharmacies. Et souvent, il y a le biberon avec le lait. Et donc pour biberonner, la position idéale, c'est sur le ventre et on met jamais le chaton sur le dos parce qu'il risque d'avaler de travers. Voilà. Et ça, c'est très grave. Donc voilà, il faut qu'il ait besoin de lait, d'être au chaud, d'être stimulé pour faire pipi et caca aussi. Bah ouais. Ouais. Donc pour ça, on vient frotter la zone périanale avec soit un linge humide, soit moi j'utilise des mouchoirs jetables parce que c'est beaucoup plus pratique et ça reste assez doux parce qu'il faut le faire à chaque repas, sur chaque chaton. Moi je le fais avant et après. Il y en a qui font que avant ou que après. Et dernier besoin, c'est de garder le chaton propre. Donc essuyer la bouche pour pas laisser du lait sécher, essuyer bien les fesses, les nettoyer s'ils se font caca dessus. Enfin voilà, c'est pas propre, hein, c'est pas idyllique un bébé chat. Il faut tout faire, bien garder le nid propre. Donc on va changer tous les jours ou plusieurs fois par jour parfois le nid. Et il y a même des peluches qui peuvent chauffer et faire un rythme cardiaque. Ah, j'ai pas encore testé, j'en ai acheté une, mais j'ai une peluche qui peut faire des battements de cœur. Et ça peut les aider à se rassurer dans le nid quand ils dorment et tout. Surtout pour les chatons tout seuls, parce qu'au final, pour le coup, un chaton nouveau-né, ça ne fait vraiment que dormir et réclamer à manger entre toutes les 2-3 heures ou 5-6 heures après quand ils grandissent. Mais voilà, c'est Un majoritairement bébé, ça. quoi. Bah, c'est un bébé. C'est un Bah bébé, mais oui. que pendant un mois. Et du coup, le rôle de la maman, le rôle éducatif, comment toi tu gères du coup l'absence de la maman? Déjà, je pense que pour gérer le rôle de la maman, il faut vraiment se dire qu'on n'est pas des mamans chats et qu'on ne sera pas leur maman. Voilà. Et du coup, Ok. il faut quand même essayer que ce chaton ait des interactions avec des membres de sa propre espèce parce qu'on remplacera jamais nous-mêmes un chat. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir toute la portée de chatons, s'ils sont plusieurs, pour qu'ils soient déjà entre eux. Si on a un chaton tout seul, essayez de lui trouver des frères et sœurs d'adoption pour en avoir un peu plus, enfin, d'autres orphelins ou juste un autre, au moins qu'ils soient deux dans des âges similaires. Donc pour ça, quand c'est la saison, vous vous mettez en relation avec des assos et c'est pas aussi compliqué à trouver. Et ça en aidera d'autres, ça fait d'une pierre deux coups. Et ensuite, pour l'éducation, par exemple de la litière, ça je les trouve très forts les chatons, ils savent très rapidement, vers 3 semaines, ils comprennent qu'ils peuvent éliminer dans un coin du nid. Donc là, on met un tout petit bac et ils comprennent tout seuls comment y aller, ils se mettent à gratter et tout.
Pour ce qui est du jeu, les bagarres avec les frères et sœurs, trop important. Mais au fur et à mesure, on va commencer à introduire le jeu avec nous, avec des petits jouets, avec des textures différentes. Pour moi, c'est de l'éveil, mais c'est comme les bébés humains. On va introduire des petits bruits, des petits, tu sais, les petits jouets en plastique où ça crisse un peu, ça. Ouais. Voilà, ça, au début, ils sont perturbés de le taper dedans, puis après, ça les rend foufou. Enfin, c'est trop mignon. Ils découvrent, en fait, ces textures, ils explorent, parce qu'après, ils peuvent passer en parc. Donc là, voilà, tu vas commencer à jouer avec eux. Ça va leur faire apprendre les interactions, l'instinct de chasse. En fait, on va encadrer les morsures et les griffures et on va les diriger vers l'endroit approprié. Donc les griffoirs ou les jouets. Ou leurs frères et sœurs. Vraiment laisser les bagarres. Ah, ça, c'est vraiment très bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser pour un chaton, bon là on parle de très jeunes chatons quand même, pour un chaton un petit peu plus âgé, on va dire entre les 2 mois et quelques 3 mois, un chaton qui griffe pas mal ou qui fait ce genre de choses, qu'est-ce que tu recommanderais pour lui apprendre les bons comportements et pour éviter des comportements qu'on va dire nous gênants avec nos chats qui soit viennent tout le temps monter sur la table et qu'on veut pas qu'ils montent sur la table et on veut pas non plus le disputer, donc qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, ce genre de petites choses-là qu'on pourrait leur apprendre petit à petit de façon... Là, tu me donnes 2 cas de figure différents. Ok. Pour ce qui est de la morsure et la griffure, déjà, faut essayer de repérer les moments dans la journée où il fait ça, parce que c'est peut-être juste les moments où il est actif et il a envie de jouer, même si nous, on n'a pas envie. Et du coup, il va venir nous solliciter pour jouer. Et puis, s'il a été habitué à jouer avec les mains, il sait quoi attaquer, quoi. Donc, essayer de repérer ces moments et pourquoi pas les anticiper en se mettant à jouer un peu avant et en y allant à fond pour le dépenser, parce que ça peut être juste une frustration de voilà, là, je suis chaud, j'ai envie de jouer, mais il y a personne. Et après, dans les moments où vraiment il s'est accroché à ton bras, faut essayer de toujours avoir quelque chose sous la main, un jouet en l'occurrence, qui puisse remplacer ton bras. Par exemple, les gros kickers, tu sais, les jouets en forme de boudin là, si t'as ça sous la main sur ton canapé, tu peux faire une transition entre ton bras et le jouet, et voilà, il va se mettre à kicker ce jouet-là plutôt que ton bras, et petit à petit comprendre que c'est ça. En fait, on essaie de rediriger ce comportement vers ce vers quoi on veut qu'il aille, mais sans mettre de côté son besoin. Tu vois, là, il a besoin de quelque chose, donc faut pas juste lui crier dessus et lui dire ah mais arrête, parce que ça va rien faire. Plutôt dire ok, je veux pas que tu fasses ça, donc on va faire autre chose. Lui montrer comme ça la bonne voie. Et pour ce qui est de la table, mais ça faisait partie de l'idée reçue que je voulais donner à la fin. Ah, bon, on le dira après alors, si tu veux. Ouais. Des choses qu'il faudrait qu'on sache sur les urgences, voilà, des choses qui nous alertent, où on sait que là, c'est vraiment des cas qu'il faut prendre au sérieux. Pour les très petits, une des grosses urgences, c'est l'hypothermie, c'est-à-dire quand la température corporelle est basse, en dessous de 36 degrés. Et ça fait que le chaton, il est tout froid et tout apathique. Et donc là, c'est nécessaire de le réchauffer. Et donc nécessaire aussi d'avoir un thermomètre à la maison, avec un peu de vaseline pour prendre une température rectale dans les fesses. La détresse respiratoire, où le chaton il se met à avoir beaucoup de mal à respirer, il fait des grands mouvements respiratoires, il peut aussi respirer par la bouche, et ça c'est quelque chose par exemple qui peut arriver quand on biberonne, dans le cas d'une fausse route, si le chat avale de travers, ça passe dans les poumons, et du coup les chatons ils ont pas forcément un réflexe de tout, donc c'est même
on n'est même pas sûr des fois qu'ils font une fausse route et une pneumonie de ouf juste après. Du coup, c'est ça qui est difficile à checker. Ok. Et après aussi, en urgence, on a tout ce qui est l'abdomen distendu. Enfin, tu vois, ils peuvent d'un coup avoir un très gros ventre. Alors ça, c'est normal chez le chaton qu'on biberonne parce que vraiment, ça leur fait des ventres tout ronds avec leur estomac. Mais ça peut être aussi lié à un chaton qui est très constipé. Donc, par exemple, faut suivre quand il fait caca et tout Les ça. selles. Bah ouais. Ouais, voilà. Et Ok. aussi les diarrhées très liquides, ça aussi c'est une urgence à gérer très rapidement parce que plus le chaton est petit et plus il va se déshydrater facilement. Et quand ils sont en diarrhée, ils perdent finalement de l'eau dans les selles. Donc c'est pas bon, faut réhydrater. Ok. Génial. Voilà, Mais merci pour ces je conseils. t'en On, prie. on arrive à l'idée reçue, Oui. Élise. Tu peux nous dire l'idée reçue que tu aimerais du coup déconstruire aujourd'hui. Oui, bah du coup c'est en rapport avec ce que tu as dit tout à l'heure. Mais c'est surtout l'idée qu'il faut punir le chat pour qu'il apprenne. Moi, j'aime pas la punition et c'est décrit maintenant hein, que c'est assez contre-productif, surtout sur un animal comme ça qui peut stresser très facilement, qui qui apprend beaucoup de ses expériences, un chat n'est pas rancunier, mais il va se souvenir des mauvaises expériences. Et du coup, c'est sûr que le chaton, effectivement, il a besoin d'un cadre. Donc voilà, on peut se dire, ok, on veut pas qu'il morde nos mains, etc. Mais il faut que ce cadre, il soit rassurant. C'est-à-dire que si un coup, tu le félicite et d'un coup, tu le grondes, ou encore pire, tu le tapes, ben ça fait que tu seras pas associé à une personne de confiance et l'apprentissage, il se fera dans la peur. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et, et je trouve que quand on impose ça au chat, genre, enfin tu vois, je pense qu'il faut quand même se remettre en question sur pas mal de trucs qu'on fait parce que on enferme les chats en intérieur. Donc moi la première, hein, mes chats sont des chats d'intérieur. J'habite au 5e étage et et ensuite, on veut pas qu'ils montent sur les tables, les comptoirs, on veut pas qu'ils fassent leurs griffes sur le canapé, on veut pas qu'ils fassent pipi à côté, on veut pas qu'ils nous réveillent la nuit, qu'ils grimpent au rideau, qu'ils attaquent les plantes. Mais du coup, Ouais. on met en place quoi pour qu'ils fassent tout Ouais. ça? Parce que s'ils le font, c'est pas pour nous embêter, c'est parce que ils ont besoin, envie de le faire, frustrés d'un truc. Enfin voilà, un chat, c'est c'est énergique comme animal. Ça Mm. dort beaucoup, mais quand c'est éveillé, ça peut vraiment être dynamique, quoi. Et qu'est-ce qu'on met en place pour que du coup il fasse ça, mais d'une façon qui est ok avec nous. Enfin, voilà, je pense qu'il y a une grosse remise en question Ouais. personnelle Ouais. à faire. Des C'est concessions sûr. aussi, parce que c'est vrai qu'en intérieur, on sait que les chats, ils aiment être en hauteur. Ah La table, elle donne la vue sur la fenêtre. Enfin, du coup, il va vouloir monter dessus. Enfin, ça en est logique. Alors, si on veut pas qu'il monte sur la table, ben, qu'est-ce qui lui permet d'aller à cette hauteur à côté? Est-ce que le meuble d'à côté c'est bon? Est-ce que il a un petit perchoir sur la fenêtre à côté qui lui permet d'observer? Enfin voilà, il y a en fait, en réfléchissant un peu à l'inverse, ouais. bah, on se rend compte que peut-être il manque des choses plutôt Mm. que l'empêcher de faire des choses. Je prends l'exemple de la table qui Oui, est assez, oui, assez simple. Si on dit oui. tout le temps OK à notre chat pour qu'il monte sur la table, mais que Hmm, quand on mange, bah du coup il s'invite au repas. C'est ouais. contradictoire parce qu'on peut pas lui dire non de monter sur la table quand on est en train de manger, mais du coup si on veut le laisser, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et je pense pas que ce soit si contradictoire parce que OK. il peut comprendre quand même des choses dans la temporalité. Un chat, c'est très routinier. Donc si on crée une routine qu'il va comprendre, qui est systématique, ben, je pense qu'il peut comprendre que quand il y a à manger, il faut pas s'approcher. Et je pense qu'aussi on peut créer
sa propre routine à lui, pendant qu'on mange, lui faire quelque chose. Du coup, je l'ai testé avec mon chaton, qui est très très gourmand, qui voulait tout le temps checker mon assiette quand il était petit. Et en fait, là, il monte plus sur la table quand on mange. Et ça s'est fait très naturellement. Au début, et pourtant ils ont accès à la table tout le temps. Mais au début, quand je mangeais et qu'il venait, juste je le décalais, quoi, je le poussais. Il pouvait rester sur la table, mais plus loin. En fin de compte, il a capté tout seul. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai rien fait de miraculeux. Aussi, très important aussi, le chat sait s'auto-récompenser. Donc, s'il monte sur la table et qu'il y a à manger et que ça traîne une fois, même si c'est une fois sur 100, et ça va valoir le coup pour lui d'aller vérifier s'il n'y a pas quelque chose à manger à chaque fois. Donc l'autre chose que j'ai mis en place, c'est de ne jamais rien laisser traîner, que ce soit dans mon évier, sur le comptoir, sur la table, il n'y a rien d'intéressant. Sa nourriture est au sol et voilà. Et en fait, le fait de rendre pauvre et pas d'enrichir l'endroit où on veut pas qu'il aille, ça va le désintéresser, tu vois. Ok, super conseil. Ça fait pareil avec l'eau. Là, tu vois, moi, il aime aussi lécher l'eau dans le lavabo, par terre, la douche. Oui, la fenêtre quand il vient de pleuvoir, tout est passé au crible, tout est léché. Et du coup, en fait, je peux pas trop l'empêcher. Juste, j'enlève tout ce qui craint dans la trajectoire, quoi. Quel message, Élise, tu aimerais faire passer aujourd'hui à toutes celles et ceux qui nous écoutent ? Il faut pas non plus culpabiliser quand on fait des erreurs, parce qu'on en a tous fait avec nos chats, et juste, voilà, être sympa avec soi-même, se dire « Ah ok, la prochaine fois je ferai comme ça, on va essayer », voilà, n'hésitez pas à essayer des choses, voir ce qui vous convient, et pas être trop méchant envers vous-même non plus. On apprend tous au quotidien, même moi j'apprends encore plein de choses. Ça évolue aussi dans les connaissances, donc voilà. Juste le fait de se renseigner, de pas, on va dire, de se remettre un petit peu en question quand même, pas être fermé aux avis des autres, mais de savoir faire la part des choses aussi quand même. Mais voilà, être tranquille, avancer tranquillement et apprendre petit à petit, voilà, c'est juste rester curieux. Et dernière question, Élise, celle que j'ai l'habitude de poser à tous mes invités. Quelle personne tu aimerais entendre derrière le micro d'Allopets ? Je pense que j'aimerais entendre le docteur Amaury Briand, alias le Vétodermato, parce qu'il est spécialiste en dermatologie, il est trop sympa, et je suis sûre qu'il aurait plein de choses à te raconter. Trop bien. Je lui en ai pas parlé, hein. Oui. Je le balance comme ça. Mais je vois très bien qui c'est, et en effet, c'est un top veto, qui est d'ailleurs sur les réseaux. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce qu'il fait, c'est vraiment trop bien. Oui. Merci Élise, on est déjà à la fin de cet épisode. J'étais trop contente de partager ce moment avec toi. Merci Romane, merci beaucoup pour l'invitation, c'était trop bien. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura aidé à mieux comprendre les chatons et surtout comment les accompagner dès leurs premiers jours à tes côtés. N'hésite pas à suivre Élise sur les réseaux pour en apprendre encore plus et devenir un super cat parent. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir pour continuer à être de super pet parents. Alors je te dis à très vite sur Allopets Podcast. Tu as aimé cet épisode ? Alors n'hésite pas à en parler autour de toi, le partager et lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée.